À la fête de famille, devant 52 personnes, ma mère a levé son verre, a désigné ma sœur, et Taj a dit « Voici l'enfant qui a toujours aimé sa famille ». Puis m'a regardé et Taj a ajouté « Elle n'a jamais rien fait pour aider ». J'avais payé leur crédit immobilier, leurs frais médicaux, et ses études pendant 9 ans. Je n'ai rien dit. J'ai juste quitté la fête. Le lendemain matin, mon téléphone affichait 38 appels manqués. Devant 52 personnes, au milieu du tintement des verres et de l'odeur du barbecue qui flottait dans le jardin, ma mère s'est levée. Elle a levé son verre de vin blanc, et s'est tournée vers ma sœur cadette avec un regard fier, brillant d'émotion. Elle a pointé son verre vers Manon et a dit d'une voix claire « Voici l'enfant qui a toujours aimé sa famille ». Puis, elle s'est tournée vers moi. Pas de colère, pas d'amertume, juste un regard fugace suivi d'un très léger sourire, presque poli. Et elle a ajouté « Quant à l'autre, elle n'a jamais rien fait pour aider. J'avais payé leur crédit immobilier, leur facture médicale et ses études pendant 9 ans. Je n'ai rien dit. J'ai juste quitté la fête. » Le lendemain matin, mon téléphone affichait 38 appels manqués. Avant de vous raconter en détail comment j'en suis arrivé là, et surtout, ce qui s'est passé ensuite, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. C'est une façon pour moi de me sentir moins seule dans cette histoire. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous. C'est incroyable de penser que mon histoire peut voyager si loin, peut-être jusqu'à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Mon nom est Élise Dubois. J'ai 36 ans. Je vis seule dans un 3 pièces lumineux dans le quartier de la Croix-Rousse, à Lyon. Ce n'est pas le grand luxe, mais c'est mon havre de paix, assez calme pour que j'entende le chant des oiseaux le matin, et assez privé pour que personne ne sache les fardeaux que je porte. Je suis comptable pour une PME. Un métier de chiffres, de rigueur. Un métier qui n'a rien de glamour, mais qui paie les factures. Les miennes, et celles de toute une famille avec laquelle je ne vis plus depuis une décennie. Ce jour-là, c'était la grande réunion de famille annuelle. Une tradition. Cette année, mes parents avaient loué un immense gîte en pierre en Ardèche. Le soleil de juillet écrasait la garrigue, les cigales chantaient à tue-tête, et l'air embaumait la lavande et le romarin. C'était idyllique en apparence. Une 50aine de personnes étaient là, un véritable clan. Des oncles, des tantes, des cousins que je ne voyais qu'une fois par an. J'étais arrivée avec une 15aine de minutes de retard. Pas à cause des bouchons. J'étais juste restée assise dans ma vieille Clio, le moteur coupé, à fixer le panneau en bois peint à la main, « Bienvenue à la famille Dubois ». Mon nom, si commun, si invisible. Une petite voix en moi espérait encore. Peut-être que cette année sera différente. Peut-être qu'ils me verront enfin. J'avais apporté une enveloppe. À l'intérieur, un bon cadeau pour un dîner au Célestin, un célèbre bouchon lyonnais, une institution. Le genre d'endroit devant lequel mes parents s'arrêtaient parfois en disant « Un jour, nous irons là-bas ». Ce jour n'arrivait jamais. J'avais fait la réservation 3 semaines à l'avance, demandé la table près de la fenêtre avec vue sur la Saône. Ce n'était pas un cadeau extravagant, juste une attention. Une tentative de plus de leur offrir un sourire sincère. En arrivant, j'ai tout de suite vu Manon, ma sœur. Telle une apparition dans sa robe blanche vaporeuse, ses longs cheveux blonds flottant au vent. Elle riait, elle étreignait, elle était le soleil de cette journée. Elle tenait un paquet emballé dans du papier doré. Manon avait toujours le cadeau parfait, le geste parfait. Elle savait comment occuper l'espace, comment être aimée. J'ai discrètement glissé mon enveloppe sous l'assiette de ma mère, sans faire de bruit. Comme toujours. Le repas s'est déroulé dans une cacophonie joyeuse. Les rires fusaient, les histoires d'anciens combattants de mon oncle fusaient, et je me suis surprise à me détendre. J'avais eu tort de m'inquiéter. Et puis, Manon s'est levée. Quelqu'un lui a tendu un micro. Son sourire était radieux. J'ai juste un petit quelque chose pour papa et maman. Elle a déballé le cadeau. Un magnifique cadre en bois flotté, contenant un collage de photos. Un anniversaire à la mer, un Noël au coin du feu, un selfie sur le balcon de la maison. Eux trois, toujours souriants, complices. J'ai cherché mon visage. En vain. Je n'étais sur aucune photo. Pas même en arrière-plan. J'étais une absence.
Ma mère a pris le cadre avec des mains tremblantes, comme une relique sacrée. Puis elle s'est levée, le verre à la main, la voix étranglée par l'émotion. Voici l'enfant qui a toujours aimé sa famille. Des applaudissements, des « attendris ». Et c'est là que son regard a croisé le mien. Un regard vide. Quant à l'autre, elle n'a jamais rien fait pour aider. Le temps s'est arrêté. Le bruit des couverts, les rires, tout s'est évanoui. Il ne restait que le silence. Un silence assourdissant. Personne n'a protesté. Personne n'a froncé les sourcils. Mon oncle a fait tomber sa fourchette. C'est tout. Leur silence était un verdict. J'étais coupable. Coupable de quoi? Je l'ignorais. Je me suis levée, lentement. J'ai repoussé ma chaise sans un bruit. Et je suis partie. J'ai longé les tables, traversé le jardin, sous les regards indifférents ou gênés. Personne n'a dit un mot. Comme si mon départ était la conclusion logique de la scène. La pièce superflue qu'on retire enfin de l'échiquier. Je suis partie sans un mot, le cœur en miettes, mais ils ne savaient pas encore que leur véritable cauchemar ne faisait que commencer. La nuit était tombée sur les routes sinueuses de l'Ardèche. Ma Clio peinait dans les montées, ses phares découpant des formes fantomatiques dans la végétation dense. Je n'ai pas allumé la radio. Le silence était mon seul compagnon. Et dans ce silence, les souvenirs et les chiffres ont commencé à danser une valse macabre dans mon esprit. Ce n'était plus de la tristesse que je ressentais. C'était le froid d'un audit final, celui de ma propre vie. 9 ans. Cela avait commencé 9 ans plus tôt. Mon père, Jean-Pierre, venait de se faire licencier de l'usine où il travaillait depuis 30 ans. Un plan social, comme on dit pudiquement. À 55 ans, il était brisé. Le crédit de la maison de Villeurbanne, leur fierté, leur sécurité, devenait une épée de Damoclès. Je me souviens de l'appel de ma mère. Sa voix n'était pas suppliante, elle était factuelle. La banque nous a appelés, Élise. On ne sait pas comment on va faire ce mois-ci. Elle n'a pas demandé d'aide directement. Elle n'en a jamais eu besoin. Elle posait le problème, sachant que je le résoudrais. Et je l'ai fait. J'ai mis en place un virement permanent de 980 €. Je me disais que ce serait pour quelques mois, le temps qu'il retrouve quelque chose. Il n'a jamais retrouvé de vrai travail. Le virement, lui, n'a jamais cessé. Puis, il y a eu les factures courantes. Un hiver, la chaudière a lâché. Devis, 4 000 €. J'ai pris un petit crédit à la consommation pour le couvrir. Il pense que c'est l'assurance qui a payé. Un autre jour, un avis de coupure d'électricité. Ils avaient oublié de payer. Pour éviter le stress, l'humiliation, j'ai mis tous les prélèvements sur mon compte. EDF, GDF, l'eau, Internet. Environ 250 € par mois qui s'évaporaient de mon compte avant même que j'aie pu penser à mes propres dépenses. Et Manon. Manon était un chapitre à part entière. Ma petite sœur, l'artiste, celle qui devait trouver sa voie. Sa voix coûtait cher. Il y a eu sa phase, poterie. J'ai payé le stage intensif et le tour de potier. Puis sa phase, création de bijoux. J'ai financé le stock de perles et de chaînes. Et enfin, les bougies. Sa grande passion. J'ai payé le cours de maître cirier à Grasse, le matériel, les essences rares. Chaque fois, c'était la même histoire. Un appel enthousiaste, des promesses de succès, suivi quelques mois plus tard par un appel paniqué parce que son compte était à découvert. Je me souviens d'une fois où elle m'a appelé en larmes parce qu'elle ne pouvait pas payer son inscription à un marché de créateurs. J'ai viré l'argent en moins de 10 minutes. Elle ne m'a jamais remboursé un centime. Elle me remerciait avec un « Tu es la meilleure », sœurette, qui sonnait aussi creux qu'un tambour. Et la santé? Mon Dieu, la santé. La mutuelle de mes parents était basique. Quand ma mère a dû se faire opérer de la cataracte, le dépassement d'honoraires était de 3 000 €. J'ai vidé mon livret A. Quand mon père a eu ses problèmes de cœur, j'ai payé les consultations chez le cardiologue privé, les examens non remboursés. Je suis devenue leur assurance santé officieuse, leur banque, leur filet de sécurité. Sur cette route sombre, j'ai fait le calcul. Une estimation basse.
Plus de 105 000 € pour le crédit. Près de 25 000 € pour les factures. Au moins 10 000 € pour Manon. Et facilement 25 000 € pour les frais de santé, les réparations de voiture, la carte essence, les imprévus. Le total frôlait les 170 000 €. Une somme qui aurait pu être mon apport pour un appartement. Une somme qui représentait 9 ans de ma vie, de mes sacrifices, de mes vacances annulées, de mes sorties refusées. Si vous étiez à ma place, en ce moment précis, que ressentiriez-vous? De la colère? Du chagrin? Un désir de vengeance? Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait. Auriez-vous fait demi-tour pour crier votre vérité? Ou auriez-vous continué à rouler, comme moi? J'ai compris que je n'avais pas seulement donné de l'argent. J'avais donné mon temps, mon énergie, ma jeunesse. Et en retour, je n'avais même pas eu droit à la reconnaissance. J'avais eu droit à une annulation publique. Une exécution en place publique. Ils ne m'avaient pas seulement effacé de la photo. Ils m'avaient effacé de l'histoire. Eh bien, si je n'existais pas dans leur histoire, mes virements bancaires non plus ne devaient plus exister. La décision a été prise dans le froid glacial de ma voiture, quelque part entre l'Ardèche et Lyon. En arrivant devant mon appartement à Lyon, la colère avait laissé place à une résolution froide comme l'acier. Il était temps de fermer le robinet. La porte de mon appartement s'est refermée derrière moi avec un son mat. J'étais enfin chez moi. Dans mon silence. Dans mon ordre. J'ai traversé le couloir dans le noir, mais pas étouffé par le parquet. Je n'ai pas allumé les lumières. Je ne voulais pas voir mon propre reflet dans les fenêtres. Je suis allé directement à la cuisine, j'ai ouvert le frigo et j'ai attrapé une bouteille d'eau. La fraîcheur du verre dans ma main était la seule chose réelle dans ce chaos. Je me suis adossé au comptoir, et j'ai bu lentement. Je m'attendais à un flot de larmes, à une explosion de rage. Rien. Juste un vide immense. Un calme plat, comme la mer après une tempête dévastatrice. C'était le calme de la fin. Le deuil était déjà fait, sur cette longue route solitaire. Maintenant, c'était le temps de l'action. Ou plutôt, de l'inaction. Le temps d'arrêter de faire. Je suis allé dans mon petit bureau, la pièce que j'aimais le plus. C'était mon sanctuaire, rempli de livres, avec une vue sur les toits de Lyon. J'ai allumé mon ordinateur. L'écran a projeté une lueur bleue sur mon visage. Je n'ai pas agi par vengeance. La vengeance est une émotion chaude, passionnée. Ce que je ressentais était froid. C'était de la logique pure. Une équation simple. Si ma contribution était égale à 0 à leurs yeux, alors ma contribution financière devait devenir égale à 0 dans la réalité. C'était une simple mise en conformité des faits. Je me suis connecté à mon compte bancaire. Mes doigts ne tremblaient pas. Mon cœur ne battait pas plus vite. J'étais une chirurgienne procédant à une amputation nécessaire pour sauver le reste du corps. Le premier clic. Le plus important. J'ai navigué jusqu'à la section des virements permanents. Là, il y avait la ligne « Crédit immobilier du bois ». 980 €. Prochaine exécution dans 3 jours. J'ai cliqué sur « Supprimer ». Une petite fenêtre de confirmation est apparue. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce virement permanent? J'ai souri. C'était la première fois que je souriais depuis des heures. Oh oui, j'en étais sûre. J'ai cliqué sur « Confirmer ». La ligne a disparu. C'était fait. Le plus gros lien était coupé. Le deuxième clic. La carte de crédit secondaire au nom de ma mère, reliée à mon compte. Elle l'utilisait pour ses courses, ses rendez-vous chez le coiffeur, ses petites escapades avec ses amis. Je suis allé dans la section « Mes cartes » et j'ai cliqué sur « Faire opposition ». Motif, perte. C'était une sorte de perte, après tout. La carte serait désactivée instantanément. Le troisième. Mes espaces clients EDF et GDF. J'avais les identifiants enregistrés. Quelques clics pour accéder à la section « Mon contrat ». J'ai demandé la résiliation. Date d'effet souhaitée, le plus tôt possible. Ils recevraient un courrier. Ils auraient un peu de temps pour réagir avant de se retrouver dans le noir. Le quatrième. Mon compte Amazon Prime.
Manon l'utilisait plus que moi, commandant des livres sur le développement personnel et du matériel pour ses projets créatifs éphémères. J'ai changé le mot de passe, puis j'ai supprimé mon moyen de paiement. La prochaine fois qu'elle essaierait de commander, elle ferait face à un mur. Le 5e. La carte essence. Un simple numéro à appeler. Je le ferai à la première heure le lendemain matin. Le 6e est le plus symbolique. Le mot de passe de mon adresse e-mail. Celle que ma mère connaissait. Elle disait que c'était « au cas où il t'arrive quelque chose ». En réalité, je soupçonnais qu'elle y jetait un œil de temps en temps. J'ai activé la double authentification, lié mon numéro de téléphone, et créé un nouveau mot de passe. Une phrase longue, complexe, sans aucun lien avec ma vie. La porte de mon jardin secret était désormais fermée à double tour. J'ai fermé l'ordinateur. C'était fini. En moins de 15 minutes, j'avais démantelé 9 ans de dépendance. Je n'ai pas ressenti de triomphe. Juste une immense, profonde et terrifiante légèreté. J'étais libre. Libre de leurs problèmes, de leurs attentes, de leur ingratitude. Cette nuit-là, j'ai pris une douche brûlante, comme pour laver les dernières traces de leur emprise sur ma peau. Je me suis glissée dans des draps propres. Et pour la première fois depuis que j'étais adulte, je me suis endormie sans le poids du monde de quelqu'un d'autre sur mes épaules. J'ai dormi comme une pierre, ignorant que le silence de mon téléphone était sur le point d'être brisé par une tempête. Le lendemain matin, j'avais 38 appels manqués. Le réveil a été brutal. Non pas à cause du réveil matin, que j'avais délibérément mis plus tard, mais à cause de la vibration insistante de mon téléphone sur la table de chevet. Je l'ai ignoré. J'ai préparé mon café, j'ai ouvert les fenêtres pour laisser entrer l'air frais du matin lyonnais. J'ai savouré chaque gorgée, chaque instant de cette nouvelle tranquillité. C'est seulement après avoir pris ma douche et m'être habillée que j'ai jeté un œil à l'écran. 38 appels manqués. C'était un carnage. La répartition était presque comique dans sa prévisibilité, 14 de ma mère, 12 de mon père, 10 de Manon. Les 4 restants provenaient de numéros que je connaissais, ma tante Chantal, mon oncle Bernard. La machine à panique était lancée. Les messages WhatsApp défilaient. Élise, rappelle-nous d'urgence, on s'inquiète terriblement, qu'est-ce qui se passe, et le meilleur, de Manon, ma carte a été refusée au supermarché, c'est la honte. C'est quoi ce bordel? Leur inquiétude n'était pas pour moi. C'était pour leur confort, leur train de vie. La source s'était tarie, et ils étaient au bord du désert. Je n'ai répondu à personne. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux et je l'ai posé, face contre la table. Mais ce que je ne savais pas, c'est que leur stratégie ne se limitait pas à un harcèlement téléphonique. Ils avaient déjà lancé la contre-offensive. Une offensive sournoise, vicieuse, destinée à m'isoler et à me discréditer. Vers midi, mon téléphone a vibré à nouveau. Un numéro que je connaissais bien, mais qui n'était pas dans la liste des harceleurs, mon cousin, Thomas. Le fils de la sœur de ma mère. Thomas a toujours été différent. Plus observateur, plus juste. Il vivait à Paris et ne descendait qu'une fois par an, mais nous avions toujours eu une sorte de complicité silencieuse. J'ai hésité. Mon instinct me disait de l'ignorer aussi, de couper tous les ponts. Mais une autre partie de moi, curieuse, a décroché. Élise? C'est Thomas. Je te dérange? Sa voix était basse, presque conspiratrice. Non, ça va. Et toi? Il y a eu un long silence. J'entendais le bruit de la circulation parisienne en fond. Écoute. Je t'appelle pour ce qui s'est passé à la fête. C'était. Je n'ai pas de mots. C'était ignoble. Et j'ai honte de n'avoir rien dit. On a tous été des lâches. Ce n'est pas ta faute, Thomas. Tu n'y es pour rien. Si, un peu. On est tous responsables par notre silence. Mais ce n'est pas la seule raison de mon appel. Il y a autre chose. Quelque chose que tu dois savoir. Il a marqué une pause, comme s'il pesait ses mots. Tante Sylvie, ta mère, elle est en train d'appeler toute la famille. Un par un. Mon cœur s'est serré. Je savais que ce qui allait suivre ne serait pas beau. Et que dit-elle?
Elle ne raconte pas la vérité, Élise. Loin de là. Elle dit que tu traverses une très mauvaise passe. Elle utilise des mots comme « dépression »,« burn-out ». Elle insinue que tu as de mauvaises fréquentations à Lyon, que tu t'es isolé, que tu es devenu instable. Elle explique ton départ de la fête et ton silence par cette prétendue crise. Elle dit à tout le monde d'être « patient » avec toi. Elle transforme son agression en inquiétude maternelle. C'est diabolique. J'ai dû m'asseoir sur mon canapé. Le sol semblait se dérober sous mes pieds. C'était pire que tout ce que j'avais pu imaginer. Ils ne se contentaient pas de nier ma contribution. Ils étaient en train de construire une nouvelle narration, une narration où j'étais la folle, la malade, la brebis égarée. C'était une stratégie brillante et terrifiante. En me peignant comme instable, ils invalidaient par avance tout ce que je pourrais dire. Si je parlais de l'argent, ce serait la preuve de mon obsession. Si je parlais de l'humiliation, ce serait la preuve de mon hypersensibilité pathologique. Ils me mettaient en cage. Vous imaginez? Le choc, la trahison. Non seulement ils m'ont effacé, mais ils essayaient activement de réécrire mon identité aux yeux de tous. Ils préféraient me faire passer pour folle plutôt que d'admettre qu'ils étaient des profiteurs ingrats. C'est à ce moment précis que la dernière once de pitié ou de lien familial s'est brisée en moi. Ce n'était plus une dispute de famille. C'était une guerre de l'information, une guerre pour ma propre santé mentale. Restez avec moi pour voir comment j'ai décidé de combattre ce poison. Parce que quand ils ont finalement sonné à ma porte, ils ne s'attendaient pas à trouver une femme brisée et confuse. Ils allaient trouver une adversaire. Si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait face à une telle calomnie? Auriez-vous appelé tout le monde pour rétablir votre vérité, au risque de passer pour une hystérique? Ou auriez-vous attendu la confrontation directe? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai remercié Thomas du fond du cœur. Il avait pris un risque en m'appelant. Il était le seul phare dans cette nuit de mensonges. Après avoir raccroché, je ne suis pas restée assise à me morfondre. Je suis retournée à mon ordinateur. Mais cette fois, ce n'était pas pour couper des comptes. C'était pour rassembler des preuves. À cet instant, j'ai compris que je n'avais plus affaire à de l'ingratitude, mais à de la malveillance pure. Et la sonnette de ma porte a retenti. Ils étaient là. La sonnerie était hésitante, presque timide. Un contraste saisissant avec la violence de leurs actions. J'ai regardé par le Judas. C'était bien eux. Ma mère, Sylvie, avait revêtu son uniforme de martyr, un gilet en laine beige, une expression de tristesse étudiée. Mon père, Jean-Pierre, se tenait en retrait, le regard fuyant, l'air d'un homme dépassé par les événements qu'il avait laissé se produire. J'ai pris une grande inspiration. Mon cœur ne battait pas la chamade. Il était calme, froid, régulier. La rage s'était muée en une détermination glaciale. J'ai ouvert la porte, mais je me suis plantée sur le seuil, mon corps formant une barrière physique. Mon appartement était mon territoire, et ils n'étaient plus les bienvenus. Élise, mon Dieu, tu vas bien? On peut entrer, s'il te plaît? On peut parler, a commencé ma mère, sa voix tremblante jouant la carte de l'inquiétude. On peut parler ici, ai-je répondu d'une voix neutre, sans la moindre trace d'émotion. Elle a jeté un regard nerveux dans le couloir de l'immeuble. L'idée de laver son linge sale en public la terrifiait. C'était son point faible. Élise, s'il te plaît. À propos de ce qui s'est passé à la fête. Je ne le pensais pas. Les mots ont dépassé ma pensée. Tu sais comment je suis quand je suis émue. Manon venait de nous offrir ce magnifique cadeau. J'étais bouleversée. Je me suis mal exprimée. Mal exprimée, ai-je répété, non pas comme une question, mais comme une constatation. Tu as été très claire, au contraire. Devant 52 personnes. Mais laissons ça de côté pour l'instant. Parlons plutôt de ce qui se passe depuis ce matin. Mon père a choisi ce moment pour intervenir, avec sa maladresse habituelle. On s'est inquiété, Élise. Tu ne répondais pas. On ne pensait pas que tu le prendrais comme ça. J'ai enfin tourné mon regard vers lui. Un regard si direct, si accusateur, qu'il a reculé d'un pas, que je le prendrais comment? En silence? En continuant à signer l'échec?
C'est ça que vous espériez? Que l'humiliation publique ne changerait rien tant que le compte en banque était approvisionné? Le silence gêné qui a suivi était une réponse en soi. Mais comme je l'ai dit, ce n'est même plus le sujet principal, ai-je continué, en me tournant de nouveau vers ma mère. Le sujet, ce sont tes appels. Les appels que tu passes à tante Chantal, à oncle Bernard, à toute la famille. Le visage de ma mère a perdu toute couleur. Le masque de la mère inquiète est tombé, révélant la panique d'une menteuse démasquée. Je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai juste dit qu'on s'inquiétait pour toi. Ne me mens pas, l'ai-je coupé, ma voix devenant tranchante comme une lame. Ne me mens plus. Thomas m'a appelé. Il m'a tout raconté. Comment tu expliques mon comportement en disant que je suis en dépression? Instable. Que j'ai de mauvaises fréquentations. Tu ne te contentes pas de me renier, tu essaies de me faire passer pour folle. Pourquoi? Pour que personne ne te demande pourquoi la fille qui n'a jamais rien fait était en fait celle qui vous maintenait à flot. Pour que tu puisses garder ton rôle de mère parfaite et aimante? Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Elle était piégée. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire, puisque la vôtre semble si sélective, ai-je dit en sortant mon téléphone. J'ai ouvert le dossier que j'avais commencé à préparer. Je n'ai pas lu les chiffres cette fois. J'ai montré l'écran. Ça, c'est le tableau de remboursement du crédit immobilier. Ma contribution, 105 840 €. Ça, ce sont les factures EDF des 5 dernières années. Total, plus de 15 000 €. Ça, c'est le virement pour la chirurgie de maman. Ça, c'est le paiement de l'école de poterie de Manon. Ça, c'est... J'ai fait défiler les preuves, les unes après les autres. Leurs visages se décomposaient. Ce n'était plus ma parole contre la leur. C'étaient des faits. Des chiffres. Indiscutables. Le total, pour ce que j'ai pu retrouver en 1 heure, dépasse 160 000 €. Et tu oses dire que je n'ai jamais rien fait? Et tu oses dire que je suis folle? J'ai rangé mon téléphone. Je ne veux pas de vos excuses. Elles ne valent rien. Je veux que vous partiez. Maintenant. Et que vous me laissiez tranquille. La conversation est terminée. Définitivement. Je n'ai pas attendu qu'il bouge. J'ai commencé à refermer la porte. Ma mère a murmuré mon nom, une dernière fois, un son pitoyable. Je n'ai pas arrêté mon geste. J'ai fermé la porte, et j'ai tourné la clé dans la serrure. Le clic a résonné dans le silence de mon appartement. C'était le son de la liberté. J'ai fermé la porte sur leur visage défait, mais je savais que la prochaine bataille serait avec ma sœur. Et elle serait différente. J'aurais dû savoir que Manon ne laisserait pas tomber si facilement. Elle n'était pas du genre à accepter un « non » comme réponse, surtout quand son confort était en jeu. 2 jours se sont écoulés dans un calme étrange. 2 jours où j'ai commencé à respirer un peu plus librement. Et puis, la sonnette a retenti. Cette fois, pas de timidité. Des coups brefs, insistants, presque agressifs. C'était elle. J'ai ouvert la porte, et avant même que j'aie pu dire un mot, elle est entrée en force, me bousculant au passage. Elle a jeté son sac en toile sur mon canapé et s'est plantée au milieu de mon salon, les mains sur les hanches. Le visage de la colère vertueuse. Non mais sérieusement, Élise, tu joues à quoi? A-t-elle commencé, sa voix montant d'un cran. Tu te rends compte du chaos que tu provoques? Papa et maman sont au fond du trou. Maman ne fait que pleurer, papa ne dit plus un mot. Ils sont allés à la banque ce matin. Ils ont appris que le virement pour le crédit n'était pas passé. La conseillère leur a parlé de risque de défaut de paiement. Tu sais ce que ça veut dire? Ils risquent de perdre la maison. Je suis restée adossée à la porte, les bras croisés, la regardant jouer sa scène. Et moi, a-t-elle continué, se désignant d'un geste théâtral, j'ai dû prendre un 2e job. Un vrai. Serveuse le soir, en plus du café le matin. Tu te rends compte? Je n'ai plus une minute pour mes créations. Tu es en train de détruire ma carrière artistique avant même qu'elle n'ait commencé. Tout ça parce que maman a fait une petite gaffe. Une phrase malheureuse. Tu ne peux pas être aussi rancunière.
J'ai attendu qu'elle reprenne son souffle. Son indignation était si performative, si déconnectée de la réalité, que c'en était presque fascinant. « Tu as fini ?» ai-je demandé calmement. Elle a été décontenancée par mon calme. Elle s'attendait à des cris, des larmes, un drame. Je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Ta carrière artistique, Manon? Quelle carrière? Celle que je finance depuis 5 ans? Les cours, le matériel, les stands sur les marchés que tu ne rentabilises jamais? C'est de cette carrière-là que tu parles? Elle a rougi. Ce sont des investissements. Il faut du temps pour percer. Et la maison, ai-je continué, ignorant sa protestation. Tu t'inquiètes qu'il la perde? C'est une inquiétude nouvelle. Tu ne semblais pas t'en soucier pendant les 9 ans où je payais le crédit toute seule. Pendant que tu vivais sous ce toit, sans payer ni loyer ni charge, en te plaignant que le Wi-Fi n'était pas assez rapide pour tes tutoriels YouTube. Chacune de mes phrases était une flèche qui touchait sa cible. Son armure de victime se fissurait. Ce n'est pas ça. Je ne savais pas, a-t-elle balbutié. Oh, si, tu savais. Tu ne savais peut-être pas les chiffres exacts, mais tu savais très bien d'où venait l'argent. Tu savais qui appelait quand ton compte était à sec. Tu savais qui allait régler le problème en silence. Et tu savais aussi te taire quand maman m'a humilié devant toute la famille. Tu n'as pas dit un mot. Tu as pris les applaudissements, tu as savouré ton moment de gloire, pendant que moi, j'étais effacée. Je me suis approchée d'elle, lentement. Alors ne viens pas ici me parler de la maison, ou de ta prétendue carrière. Tu n'es pas là pour eux. Tu es là pour toi. Tu es là parce que le système qui te permettait de vivre ta vie de bohème sans effort vient de s'effondrer. La banque d'Élise est fermée. Définitivement. Les larmes ont commencé à couler sur ses joues. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou de remords. C'étaient des larmes de frustration. Les larmes d'un enfant capricieux à qui on vient de retirer son jouet préféré. Tu es devenue méchante, a-t-elle sangloté. Non, Manon. Je suis juste devenue comptable de ma propre vie. J'ai arrêté de subventionner un système injuste. Maintenant, tu vas devoir apprendre ce que c'est que de travailler pour vivre. Comme moi. Comme tout le monde. Bienvenue dans le monde réel. Elle a attrapé son sac et s'est dirigée vers la porte, en pleurs. Elle n'a pas dit au revoir. Elle a juste claqué la porte derrière elle. Je suis restée au milieu de mon salon. Je ne ressentais aucune victoire. Juste un vide immense et une certitude, la rupture était totale et irréversible. Elle est partie, non pas en sœur, mais en employée qui venait de perdre son mécène. Mais la guerre n'était pas finie. Elle allait devenir publique. Le silence qui a suivi le départ de Manon était lourd. Je pensais avoir atteint le fond, que la confrontation directe mettrait un terme à l'escalade. Quelle naïveté! J'avais sous-estimé la capacité de ma mère à contrôler le récit, à se poser en victime, même face à l'évidence. Quelques jours plus tard, un mercredi matin, alors que je tentais de me concentrer sur un bilan comptable, mon téléphone a vibré. Une notification du groupe Facebook « La famille Dubois pour toujours ». Mon premier réflexe a été de l'ignorer. Mais une curiosité morbide, une sorte de besoin de comprendre jusqu'où la folie pouvait aller, m'a poussé à cliquer. Et là, sous mes yeux, il y avait le chef-d'œuvre de manipulation de ma mère. Elle avait posté une photo. Une photo magnifique, prise à la fête en Ardèche, juste avant le drame. Le soleil couchant dorait la scène. Mes parents étaient au centre, souriants. Manon était à côté d'eux, radieuse. Autour, des oncles, des tantes, des cousins, tous unis dans un moment de bonheur parfait. Une photo de famille idéale. Une photo d'où j'étais, bien sûr, totalement absente. Mais le plus terrible était la légende. Écrite dans son style habituel, un mélange de bons sentiments et de reproches passifs-agressifs. Un merveilleux souvenir de notre réunion de famille. La famille, c'est un port d'attache, un phare dans la tempête. C'est tout ce qui compte vraiment. C'est triste quand certains membres de l'équipage choisissent de sauter par-dessus bord, mais notre porte restera toujours ouverte. On pense fort à toi. Mon sang s'est glacé. C'était d'une perversité absolue. En quelques lignes, elle avait réussi à
Me faire passer pour celle qui a abandonné le navire, sans aucune raison. Se donner le beau rôle de la mère aimante et pardonnante. Rallier toute la famille à sa cause en jouant sur la corde sensible de l'unité familiale. Les commentaires en dessous étaient un cœur de soutien unanime. Tellement vrai, Sylvie. La famille avant tout, écrivait ma tante Chantal. Courage à vous dans cette épreuve, ajoutait un cousin éloigné. Elle reviendra, l'amour est plus fort que tout. Pas une seule personne pour questionner. Pas une seule personne pour se souvenir que j'étais partie après avoir été publiquement humiliée. Ils avaient tous avalé sa version. J'étais l'ingrate, la déserteuse. J'ai fixé l'écran, le souffle coupé. J'ai ressenti une vague de désespoir. Comment lutter contre ça? Comment combattre une histoire si bien ficelée, si émotionnellement manipulatrice? J'ai eu envie de tout laisser tomber, de supprimer mon compte Facebook, de disparaître complètement. Et puis, la rage est revenue. Une rage froide, lucide. Non. Je ne les laisserai pas gagner. Je ne la laisserai pas réécrire l'histoire et me transformer en monstre. Elle voulait jouer sur le terrain public? Très bien. Mais elle avait oublié un détail. J'étais comptable. Et les chiffres ne mentent pas. J'ai passé les 3 heures suivantes à faire ce que je fais de mieux. J'ai ouvert mes archives numériques. J'ai scanné des documents. J'ai pris des captures d'écran. Relevé de compte, confirmation de virement, facture, échange de SMS avec Manon. J'ai rassemblé 9 ans de preuves. 9 ans de soutien financier silencieux. J'ai créé une nouvelle publication sur mon propre mur. Pas de texte larmoyant. Pas d'accusation. Juste les faits. J'ai téléchargé des dizaines d'images, les unes après les autres. Des preuves irréfutables. Le virement pour le crédit, mois après mois. La facture de la chaudière. Les frais de scolarité de Manon. Le paiement de la mutuelle. C'était un audit. L'audit de leur ingratitude. J'ai hésité un instant avant de cliquer sur « Publier ». C'était un acte sans retour. Une déclaration de guerre nucléaire. C'était exposer les secrets les plus honteux de ma famille aux yeux de tous. Une petite voix m'a murmuré « Ne fais pas ça, Élise. C'est ta famille. » Mais une autre voix, plus forte, a répondu « Non. C'est ta vérité. Et elle mérite d'être entendue. » J'ai ajouté une seule ligne de texte au-dessus de ce mur de preuves. Une ligne simple, factuelle et dévastatrice. Puisque la mémoire semble être une faculté qui oublie, voici un petit aide-mémoire. Total des contributions financières pour le soutien de la famille sur 9 ans, 167 330 €. Sans attente, sans regret, mais sans plus. J'ai réglé la confidentialité sur « Public ». Et j'ai cliqué. J'ai publié le message à 14h12. J'ai fermé mon ordinateur. Je n'ai pas regardé mon téléphone pendant des heures. Quand je l'ai finalement repris vers 18h, il était en surchauffe. Notification, message, appel manqué. La bombe avait explosé. Et l'un des messages venait de Manon. 3 mots secs, il faut qu'on parle. Je n'ai pas répondu au message de Manon. Je n'ai répondu à personne. J'ai mis mon téléphone en mode avion et je me suis fait couler un bain. J'avais besoin de silence, de distance. J'avais lancé ma bombe atomique, et maintenant, je devais attendre que le nuage de retombées se dissipe. Le lendemain, j'ai rallumé mon téléphone avec appréhension. C'était un champ de bataille numérique. Ma publication avait été partagée des dizaines de fois, y compris par des membres de la famille qui, la veille encore, commentaient avec compassion sous le post de ma mère. Les messages privés affluaient. Certains étaient choqués. Élise, je n'en reviens pas. Je ne savais rien de tout ça. D'autres étaient des excuses maladroites. Je suis désolée, je n'aurais pas dû juger sans savoir. Mon cousin Thomas m'a envoyé un simple message, enfin. La vérité. Le plus révélateur était le silence assourdissant du camp adverse. La publication de ma mère était toujours en ligne, mais les commentaires s'étaient taris. Elle était devenue un mémorial de son propre mensonge, exposé à la lumière crue de mes preuves. Je pensais que ce serait la fin. Que la honte publique les tiendrait à distance pour toujours.
Mais une fois de plus, j'avais sous-estimé leur capacité à ignorer la réalité. Ou peut-être, pour la première fois, avaient-ils vraiment compris l'ampleur du désastre. 3 jours après ma publication, ils sont revenus. C'était un samedi après-midi, et une pluie fine et persistante tombait sur Lyon, donnant à la ville des allures de tableau impressionniste. J'étais en train de lire sur mon canapé quand j'ai entendu des bruits sur mon palier. Pas la sonnette. Juste des chuchotements, des hésitations. J'ai regardé par le Judas. Ils étaient là tous les 3. Mon père, ma mère, et Manon. Ils n'essayaient pas de sonner. Ils étaient juste là, immobiles, trempés par la pluie, comme des naufragés échoués devant ma porte. Ils avaient l'air différent. Brisés. Ma mère ne portait plus son masque de martyr. Son visage était bouffi, ses yeux rougis. Elle avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en une semaine. Mon père fixait le sol, ses épaules voûtées sous un poids invisible. Et Manon. Manon avait perdu toute son arrogance. Elle se tenait légèrement en retrait, le regard vide, comme si elle venait de comprendre la véritable signification du mot « conséquence ». J'ai hésité. Une partie de moi voulait les laisser là, sous la pluie. Mais une autre partie, la vieille Élise, celle qui répare toujours les choses, a senti une pointe de pitié. J'ai ouvert la porte. Je ne les ai pas invités à entrer. Je suis restée sur le seuil, les laissant sous l'auvent. C'est ma mère qui a parlé, et sa voix n'était qu'un murmure rauque. On peut? On voulait juste. Elle n'arrivait pas à finir sa phrase. Elle a éclaté en sanglots. Des sanglots laids, bruyants, sans aucune retenue. Mon père a posé une main maladroite sur son épaule. Il a levé les yeux vers moi pour la première fois. Il y avait de la honte dans son regard. Ta mère? Nous. Nous sommes désolés, Élise. Il n'y a pas d'excuse. Ce qu'on a fait, ce qu'on a dit. C'est impardonnable. Manon a reniflé. J'ai été une idiote, a-t-elle dit, sa voix à peine audible. Une égoïste. J'ai tout pris pour acquis. Je suis désolée. C'était la première fois que j'entendais des excuses sincères de leur part. Sans justification, sans manipulation. Juste le constat brut de leur faute. Je suis restée silencieuse un long moment, écoutant le son de la pluie et des pleurs de ma mère. Je ne ressentais pas de satisfaction. Je ne ressentais pas de pardon non plus. Je ressentais une immense fatigue. La fatigue de 9 ans de combat silencieux. Finalement, j'ai parlé. Ma voix était calme, posée. J'entends vos excuses. Mais je ne sais pas quoi en faire. Vous n'avez pas seulement été ingrat. Vous avez été cruel. Vous avez essayé de me faire passer pour folle pour couvrir vos mensonges. Vous avez brisé quelque chose. Et je ne pense pas que ça puisse se réparer. Je les ai regardés, un par un. Je ne vous déteste pas. Je ne vous souhaite aucun mal. Mais je ne peux plus faire partie de votre vie. L'Élise que vous avez connue, celle qui encaissait tout en silence, elle est morte ce soir-là, en Ardèche. Vous l'avez tuée. J'ai vu dans leurs yeux qu'ils comprenaient. Ils comprenaient que ce n'était pas une crise de colère. C'était une fin. Je vous souhaite de vous en sortir, ai-je ajouté. Sincèrement. Mais vous devrez le faire sans moi. J'ai refermé la porte doucement. Je suis restée adossée contre elle, écoutant leurs pas s'éloigner sur le palier mouillé. Dehors, la pluie continuait de laver la ville. Mais à l'intérieur, pour la première fois, je sentais que la tempête était vraiment terminée. Ils sont repartis sous la pluie, 3 silhouettes brisées. Je n'ai ressenti ni joie ni tristesse. Juste le silence. Le silence de la fin. 1 an. 12 mois. 365 jours de silence. Le silence n'a pas été rompu. Pas une seule fois. Pas un appel, pas un message, pas une lettre. Au début, c'était étrange. J'avais l'impression d'avoir un membre fantôme. Mon téléphone ne sonnait plus pour des urgences financières. Ma boîte mail n'était plus inondée de demandes implicites. J'ai mis des semaines à me défaire du réflexe de vérifier mon compte en banque en pensant à eux. Les nouvelles me parvenaient par bribes, via mon cousin Thomas, qui avait pris le rôle d'un correspondant de guerre neutre.
Il ne prenait parti pour personne, il se contentait de relater les faits lors de nos rares appels. La maison de Villeurbanne a été vendue. Ils n'ont pas eu le choix. La banque avait commencé la procédure de saisie. Ils l'ont vendue à la hâte, bien en dessous du prix du marché, à un promoteur qui l'a probablement déjà démoli pour construire un petit immeuble. Thomas m'a dit qu'ils avaient déménagé dans un petit T2 en location à Vénissieux. Un quartier que ma mère avait toujours méprisé, le qualifiant de « dortoir sans âme ». Il m'a envoyé une photo qu'il avait prise discrètement. Ma mère, sur un balcon minuscule, essayant de faire pousser des géraniums dans une jardinière en plastique. Elle avait l'air plus âgée, plus frêle. L'image ne m'a procuré aucune joie mauvaise. Juste un constat froid, les actions ont des conséquences. Mon père, apparemment, avait trouvé un petit travail de gardien de nuit dans un entrepôt. Le travail physique le fatiguait énormément, mais il n'avait pas le choix. Leur retraite combinée ne suffisait pas à couvrir le loyer et les charges. Et Manon. Manon a été la plus grande surprise. Elle travaillait toujours comme serveuse. Elle avait même été promue responsable de salle. Elle avait arrêté de parler de ses projets artistiques. Son compte Instagram, autrefois rempli de photos éthérées de bougies et de citations inspirantes, montrait maintenant des photos d'elle avec ses collègues, des plats du restaurant, un selfie fatigué après un long service. Elle avait l'air normal. Ancrée dans la réalité. Thomas m'a dit qu'elle était devenue incroyablement responsable, qu'elle aidait même financièrement mes parents de temps en temps, avec ses maigres moyens. Peut-être que le choc de la réalité avait été le meilleur service que je pouvais lui rendre. Et moi, dans tout ça, la première chose que j'ai faite avec l'argent que je n'envoyais plus, c'est de prendre rendez-vous chez un thérapeute. J'avais 9 ans de ressentiment, de culpabilité et de colère à déballer. Ça a été le meilleur investissement de ma vie. J'ai appris à poser des limites. J'ai appris que « non » est une phrase complète. J'ai appris que je n'étais pas responsable du bonheur des autres. J'ai aussi voyagé. Pour la première fois de ma vie, j'ai pris 3 semaines de vacances consécutives. Je suis partie en Italie, seule. J'ai marché dans les rues de Rome jusqu'à avoir des ampoules aux pieds. J'ai mangé des glaces à Florence en regardant le Ponte Vecchio. J'ai fait une randonnée dans les 5 terres, le souffle coupé par la beauté des paysages. J'ai dépensé mon argent pour moi, sans compter, sans culpabiliser. C'était une révélation. Je me suis fait de nouveaux amis. J'ai rejoint un club de lecture. J'ai commencé à prendre des cours de salsa. Ma vie, autrefois rétrécie aux dimensions d'un tableau Excel et des problèmes de ma famille, s'est élargie. J'ai découvert des facettes de moi-même que j'ignorais. J'ai découvert que j'aimais rire aux éclats, que j'étais une danseuse médiocre mais enthousiaste, et que j'étais capable de nouer des relations saines, basées sur la réciprocité. Je ne pense pas à eux tous les jours. Parfois, un souvenir surgit. Une odeur, une chanson à la radio. Il n'y a plus de colère. Juste une sorte de tristesse diffuse, le deuil d'une famille que je n'ai jamais vraiment eue. Je sais que je ne les reverrai probablement jamais. La rupture est trop profonde. Le pardon est une chose, mais la réconciliation en est une autre. Et je ne suis pas prête à risquer ma nouvelle paix intérieure pour retourner dans leur chaos. Certains diront que j'ai détruit ma famille. Je réponds que parfois, il faut laisser une maison s'effondrer pour pouvoir enfin construire la sienne. Je ne vous ai pas raconté cette histoire pour que vous me preniez en pitié, ni pour que vous jugiez ma famille. Je vous l'ai racontée parce que je suis convaincue que mon histoire, dans ses grandes lignes, est celle de beaucoup de gens. C'est l'histoire de l'enfant responsable, de la bonne poire, de celui ou celle qui porte silencieusement le poids des autres en pensant que c'est ça, l'amour. Pendant des années, j'ai cru que mon rôle était de me sacrifier. J'ai cru que l'amour familial était inconditionnel, mais j'ai confondu inconditionnel avec sans limite. J'ai laissé les autres définir ma valeur à travers ce que je pouvais leur donner. Mon compte en banque était devenu le baromètre de mon affection. Plus je donnais, plus je pensais prouver mon amour. En réalité, plus je donnais, plus je leur permettais de m'effacer, de me réduire à une simple fonction utilitaire. J'étais devenu un service, pas une personne. Ce qui m'a fait le plus mal, avec le recul, ce n'est pas la phrase prononcée devant 52 personnes. C'est le silence qui a suivi.
Le silence de ces 52 personnes. Ce silence collectif qui a validé les paroles de ma mère. Personne n'a tressailli. Personne n'a semblé choqué. Parce que dans leur esprit, j'étais déjà invisible. Mon rôle de soutien logistique était si bien intégré qu'il était devenu normal, et donc, non remarquable. On ne remercie pas un distributeur de billets de donner des billets. On ne s'offusque que lorsqu'il est en panne. J'ai appris une leçon durement. Si un lien, quel qu'il soit, n'existe que parce que vous payez pour le maintenir, que ce soit avec de l'argent, du temps, ou votre santé mentale, alors ce n'est pas un lien. C'est une transaction. Et aucune transaction ne vaut la peine de s'y perdre. L'amour véritable ne demande pas de preuve de paiement. Il ne vous demande pas de vous effacer pour que l'autre puisse briller. L'amour véritable vous voit. Il vous reconnaît. Il vous donne une place à la table, pas seulement la responsabilité de la payer. Aujourd'hui, je ne suis plus en colère. La colère a laissé place à une paix tranquille. Je n'ai pas besoin de leurs excuses pour avancer. Mon pardon, je me le suis donné à moi-même. Le pardon de m'être oublié pendant si longtemps. Je vous raconte tout ça pour que si vous vous reconnaissez, ne serait-ce qu'un peu, dans mon histoire. Si vous êtes celui ou celle qui dit toujours « oui », qui arrange toujours les choses, qui porte le fardeau mental et financier de votre entourage. Sachez que vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas trop sensible. Vous n'êtes pas ingrat. Vous avez simplement le droit de dire « stop ». Vous avez le droit de tracer une ligne dans le sable et de dire « mon bien-être compte aussi ». Partagez cette histoire si vous avez déjà eu l'impression de porter votre famille en silence. Vous n'avez pas besoin d'ajouter de commentaires si c'est trop personnel. Partagez-la simplement, comme un signal, pour que d'autres, dans la même situation, se sentent moins seuls. Aimez la vidéo si elle a fait écho en vous. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, ou pour partager ce que cette histoire a évoqué pour vous. Vos histoires comptent. Votre voix compte. Et si vous n'avez jamais vécu cela, prenez juste un instant pour vous demander, y a-t-il une Élise dans votre vie? Quelqu'un qui, silencieusement, sans jamais se plaindre, empêche peut-être tout de s'effondrer autour de vous? Si c'est le cas, peut-être est-il temps de le voir. Vraiment. Si vous voulez suivre d'autres histoires comme celle-ci, des histoires vraies, complexes, sans filtre, abonnez-vous à la chaîne Cendre Familiale. Parce qu'ici, nous ne racontons pas de contes de fées. Nous disons ce qui s'est réellement passé. Les choses que, parfois, une seule personne dans toute la famille ose enfin dire à voix haute. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vous.